C'est une question que tout le monde se pose en lien avec la situation actuelle au Moyen-Orient. Pourquoi les États-Unis sont-ils incapables de tout simplement rouvrir le détroit d'Ormuz? Quelles sont les considérations géopolitiques, stratégiques, militaires, logistiques et géographiques qui limitent la marge de manœuvre des États-Unis et qui permettent l'enlisement auquel on assiste actuellement, entraînant bien sûr une crise énergétique mondiale, prenant une envergure pour le moins démesurée? Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse ensemble une évaluation exhaustive du portrait stratégique pour bien comprendre pourquoi les États-Unis sont incapables de mettre fin à la situation actuelle en rouvrant le détroit d'Ormuz, quelles sont les limites aux opérations et pourquoi une telle ouverture du détroit d'Ormuz par la force, c'est essentiellement mission impossible. Bienvenue à Chaque jour sur Terre. Si vous suivez Chaque jour sur Terre, vous savez que l'histoire militaire ne se limite pas aux livres ou aux documentaires, elle peut aussi se vivre de manière interactive. Et c'est exactement ce que propose World of Warships, un jeu multijoueur de combat naval qui combine réalisme historique et gameplay immersif avec des cartes variées, une météo dynamique et même des événements spéciaux inspirés de moments clés de l'histoire navale, comme le débarquement de Normandie ou l'évacuation de Dunkerque. Dans le jeu, vous prenez le commandement de véritables navires de guerre, destroyers, croiseurs, cuirassés ou porte-avions, tous inspirés de navires historiques et recréés à partir de documents réels. Avec plus de 850 navires provenant de 13 nations, c'est un véritable musée naval interactif. En ce moment, le jeu propose une collaboration historique entre World of Warships et Sabaton, une collaboration demandée par les joueurs, approuvée par la communauté qui unit l'univers naval du monde avec l'un des groupes de métal les plus connus pour ses chansons sur l'histoire militaire. Dans cet événement spécial, découvrez la collection Légende de Sabaton et complétez des défis pour débloquer des récompenses thématiques dont un skin exclusif pour le légendaire cuirassé Yamato et un commandant Joachim Breuden avec une voix unique dans le jeu. La collaboration inclut aussi une nouvelle chanson et un clip épique intitulé Yamato, inspiré de l'histoire du navire. Rejoignez les millions de joueurs présents, le jeu est entièrement gratuit et vous pouvez y jouer sur PC, console ou mobile. Pour rejoindre le jeu et participer à l'événement, suivez le lien dans la description ou dans la section commentaires. Alors, la première chose qui est importante de comprendre dans le blocage du détroit d'Ormuz et pourquoi les Américains sont incapables de rouvrir le détroit tout simplement à travers des escortes ou encore d'autres opérations militaires, eh bien, c'est l'envergure du problème lui-même. Vous avez actuellement, de part et d'autre du détroit d'Ormuz, environ 3000 navires qui sont bloqués. S'il était question de quelques douzaines ou même d'une centaine, de 200, 300, peut-être que les Américains, aidés de leurs alliés, pourraient imaginer une opération d'escorte où on enverrait des navires ici pour accompagner les navires qui sont pris d'un côté comme de l'autre et les faire passer à la queue leu-leu en interceptant les attaques iraniennes, qu'elles soient maritimes ou aériennes, sur les navires en question. Le problème, c'est que vous n'avez absolument pas suffisamment de ressources et ce serait irréaliste de penser à des opérations de la sorte. Pour vous donner un ordre de grandeur, vous avez actuellement dans l'entièreté du Moyen-Orient. Quand je dis dans l'entièreté, on va préciser dans un moment, je parle de la région ici at large, la région globale. Vous avez environ 12 à 15 navires américains capables de faire ce genre d'escorte. Et les 12 à 15 navires ne sont pas tous ici dans le golfe Persique. En fait, il n'y en a virtuellement aucun. La majorité, pour pas dire l'entièreté des ressources américaines se tiennent très loin des côtes iraniennes parce qu'on craint bien sûr l'utilisation de missiles anti-navires par les forces iraniennes. On dispose d'un certain nombre de missiles avec une capacité d'environ 300 km à partir des côtes et donc vous avez des navires américains qui préfèrent se tenir beaucoup plus loin. Ce que ça nous dit, c'est également, oui, vous avez un groupe ici près du golfe d'Oman à l'embouchure, mais vous avez aussi des navires qui sont près du golfe d'Aden pour assurer la navigabilité et la sécurité du détroit de Bab el-Mandeb vis-à-vis une potentielle intervention des Houthis. Vous avez également des navires américains, on en a entendu un peu parler, qui étaient présents ici près du Sri Lanka et de l'Inde et qui ont notamment des sous-marins américains qui ont mené des opérations offensives dans cette région. Vous avez bien sûr aussi un groupe de porte-avions et beaucoup de bateaux américains juste au large d'Israël et du Liban de ce côté pour bien sûr assister dans les interceptions des missiles offensifs depuis l'Iran sur Israël. Alors bref, oui, vous avez des navires américains, vous avez des ressources en grande quantité,
Mais d'abord, ces ressources sont répandues un peu partout à travers la région et surtout, même si on les amenait toutes simultanément ici dans le détroit d'Ormuz, ce serait tout simplement insuffisant encore pour assurer des escortes, du moins d'une manière crédible. Soyons clairs, il est absolument possible de remplir ou plutôt de vider votre piscine à la cuillère. Si vous décidez de commencer ce soir, vous m'avertirez lorsque vous finirez. Vous en avez pour un moment. C'est possible, mais ce n'est pas réaliste et ce n'est certainement pas efficace. Alors, oui, on peut imaginer des escortes, mais ce n'est tout simplement pas actuellement une solution concrète, pratique pour mettre fin à la crise. Ensuite, il faut considérer, bien sûr, que les Alliés ont refusé de fournir des ressources additionnelles. Donc, peut-être qu'on aurait pu décider de doubler, tripler la quantité de navires disponibles et certains navires peuvent être très légers et accompagnés des pétroliers et seulement lancer un signal comme quoi ils sont défendus. Peut-être ça aurait été suffisant. Malheureusement, encore une fois là-dessus, les Alliés ont refusé de prêter main forte aux Américains et on comprend tout à fait pourquoi. On y viendra dans un moment sur les autres contraintes, les autres limites, si on veut, dans la marge de manœuvre militaire, opérationnelle pour ce qui est du détroit d'Ormuz, mais il n'y a pas vraiment de plan solide pour le rouvrir. Alors, on comprend pourquoi beaucoup d'Alliés, devant la situation et devant l'absence d'un plan crédible, ont choisi de rester en marge. Les autres éléments qu'on se doit d'identifier, c'est bien sûr la vulnérabilité du détroit lui-même. D'abord, on en a parlé à quelques occasions, ce détroit d'Ormuz fait environ 30 km de large ici, vous le voyez, disons à son point le plus étroit. 30 km, ça ne dit pas toute l'histoire. La réalité, c'est que les voies maritimes qu'empruntent les navires, les voies sécuritaires assez profondes, mais aussi planifiées d'avance pour éviter les collisions avec les autres navires, font environ 3 km de large seulement. On a donc affaire à un très mince corridor ici qui longe les côtes de l'Iran, non pas sur 30 km. Et ça aussi, c'est l'autre élément qu'on oublie. On se parle, il y a seulement un petit point ici d'étranglement qui est problématique. Pas du tout. Le corridor problématique qui devrait être défendu dans l'éventualité d'opérations d'escorte ou de défense ou de quoi que ce soit, une ouverture forcée du détroit d'Ormuz, il est question d'un corridor d'environ 250 km. Qui est ce corridor entier ici. Si vous regardez, bien sûr, la posture des navires qui se trouveraient près des Émirats arabes unis, au large du Qatar, du Bahreïn, on a quand même plusieurs kilomètres ici, comme je vous le mentionne, le long de la côte de l'Iran. Et cette côte est lourdement armée, préparée spécifiquement pour ce genre de scénario. Vous l'observez notamment à travers certaines photos. Je vous mets des photos à l'écran ici que je vous ai préparées. Quelques images de la topographie des côtes du côté de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Vous voyez ici qu'il est question de falaises de plusieurs centaines de mètres qui invitent à dissimuler de l'équipement militaire, à lancer des attaques clandestines et aussi à pouvoir se cacher et tout simplement changer d'emplacement très rapidement au-delà de la ligne visuelle dans l'éventualité d'une attaque. Regardez, ce genre de scénario serait très difficile pour les Américains d'identifier de quel endroit on se fait attaquer et ensuite de répondre sur la cible en question. Alors, la voie maritime, certes, est extrêmement vulnérable elle-même, mais vous avez également plusieurs îles iraniennes le long du trajet qui, en temps normal, sont déjà des nuisances, si on veut, à la liberté de navigation ici, alors que l'Iran a lourdement équipé d'équipements militaires un certain nombre de ces îles avec des bases maritimes, des radars, etc., pour justement exercer un peu plus d'influence sur la voie maritime du détroit d'Ormuz. Alors, vous voyez ces nombreuses îles ici qu'on doit littéralement frôler sur le chemin, c'est très problématique. Ensuite, vous savez bien sûr que les pétroliers et les cargos, quand je parle de 3000 navires, il est question des cargos et des pétroliers. Les deux sont extrêmement lents, fragiles et sont peu manœuvrables, peu agiles. Alors, imaginons un scénario dans lequel des navires de guerre américains décidaient de franchir le détroit d'Ormuz.
Ils sont probablement en mesure de le faire et d'éviter des attaques iraniennes parce que beaucoup des munitions qui seraient utilisées par les Iraniens ici sont des munitions qui doivent être tirées directement sur la cible. On n'a pas de tête chercheuse pour certaines de ces munitions, particulièrement les munitions aériennes. On utiliserait notamment des roquettes à courte portée, etc. Alors, si vous avez un navire qui avance très rapidement, il y a peut-être une chance de s'en sortir parce qu'il serait plus difficile à cibler et qu'il aurait la capacité d'adopter une trajectoire plus imprévisible, de prendre des grands virages et des manœuvres d'évitement, comme beaucoup de ces navires s'entraînent justement à déployer. Le problème, c'est que ce n'est pas possible pour d'énormes pétroliers qui peuvent avancer très lentement sur des trajectoires extrêmement prévisibles et il faut le dire, qui sont extrêmement fragiles. Les pétroliers, les cargos ne sont pas faits pour prendre un impact depuis un missile, un projectile, un drone maritime ou aérien ou encore seulement une roquette ou un tir d'artillerie. Les navires ne sont pas faits avec les mêmes matériaux, le même sérieux qu'on construit les navires militaires en s'attendant qu'ils pourraient peut-être un jour être exposés à du tir ennemi. Alors, c'est un autre enjeu ici qui est très problématique, c'est que ces navires en tant que tels non seulement passent à travers une zone vulnérable, mais sont eux-mêmes excessivement vulnérables. Ensuite, il est maintenant question de l'avantage offensif de l'Iran, et ça, il est excessivement important d'en parler. On a glissé un mot là-dessus à plusieurs occasions, l'asymétrie entre les munitions, devrais-je dire, défensives et les munitions offensives. Ce que je veux dire par là, si je vous balance un missile sur la gueule et que mon objectif c'est de détruire vous et 3-4 de vos amis autour, j'ai seulement besoin de toucher le bâtiment. Le toit va vous effondrer sur la tête, tout va se mettre à... Il va y avoir un brasier infernal et probablement que vous ne serez pas la seule victime, il y aura des victimes collatérales et ce sera donc une attaque réussie. En plus, je vais avoir l'avantage de détruire votre base d'opération. Maintenant, si vous voulez intercepter ce missile, alors la précision est tout autre. Vous devez littéralement, c'est comme tirer une balle de fusil sur le bout d'une autre balle alors qu'elle est déjà en chemin. C'est une prouesse technologique exceptionnelle et les missiles défensifs doivent donc avoir un niveau de précision, des systèmes de guidage, des systèmes de recherche et de ciblage qui sont beaucoup plus avancés, beaucoup plus précis, sophistiqués que ce que vous avez dans des missiles offensifs qui peuvent être fabriqués, eux, à la chaîne, manufacturés dans d'énormes chaînes d'assemblage à coûts de centaines et de milliers à tous les mois, alors que les intercepteurs coûtent des millions de dollars littéralement. Et donc, cette asymétrie garantit un avantage à celui qui attaque. C'est vrai entre Israël et entre l'Iran, c'est vrai dans n'importe quel scénario balistique. Si vous êtes celui qui attaque, ça vous coûte moins cher et c'est beaucoup plus facile que celui qui défend. Ainsi, les Américains sont confrontés ici à cette logique, à cette asymétrie dans le détroit d'Ormuz, alors que l'Iran, de son côté, peut faire appel à des munitions peu dispendieuses, peu coûteuses, lancées depuis un peu partout, des sites mobiles très peu renforcés qu'on peut déplacer d'une minute à l'autre un peu partout sur la côte. Les Américains, de leur côté, doivent avoir recours à des intercepteurs qui coûtent littéralement des millions de dollars et qui sont disponibles en quantité très limitée. On en a aussi parlé à plusieurs occasions, non seulement dans les médias en général, mais aussi spécifiquement ici, à 7 jours sur Terre, chaque jour sur Terre, il y a une pénurie mondiale de munitions de précision, tant au niveau offensif que défensif. Tout le monde en manque. On manque de semi-conducteurs, on manque de systèmes de ciblage. On a construit tout ça sur des années et aujourd'hui, les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de production, notamment aux États-Unis, ne sont tout simplement pas capables de suivre la demande, la cadence, le tempo de la guerre. Alors donc, il y a un avantage énorme pour l'Iran ici, où on peut envoyer une douzaine de missiles depuis différents endroits sur un seul navire pour lancer un message. Et honnêtement, on a seulement besoin d'avoir un impact. On peut en rater 10, on peut en rater 12, ce n'est pas important. On a seulement besoin de frapper un navire une seule fois et c'est suffisant
pour mettre fin au transit dans le détroit d'Ormuz, pour que tous les autres comprennent que l'Iran est sérieux. Alors donc, là-dessus, la symétrie désavantage sérieusement les Américains. On a recours à des armes extrêmement chères. Vous avez aussi, je le mentionnais tout à l'heure rapidement par rapport à la topographie, plusieurs positions qui sont dissimulées, cachées, renforcées, mais aussi qui sont installées de manière souterraine, enfouies dans le roc, le long de la côte iranienne, tant ici au niveau continental que si vous approchez directement sur certaines de ces îles, particulièrement pour l'île de Keshmisi, où vous avez énormément d'équipements iraniens. Vous voyez, si on se déplace en 3D, vous avez une meilleure idée à peu près de la topographie. Ce sont des grottes, des falaises, du roc où il est excessivement facile de déployer des navires et des lanceurs de missiles très rapidement. Alors donc, les positions iraniennes sont extrêmement avantageuses. Vous avez un terrain avantageux, des montagnes abruptes, des falaises, et tout ça permet bien sûr à l'Iran d'utiliser une multitude d'options. Et ça, c'est important de le comprendre. Les options offensives dont dispose l'Iran sont beaucoup plus nombreuses que les options défensives pour les Américains. Ce que je veux dire par là, c'est que les Américains n'ont pas le choix. Peu importe ce qui s'en vient contre eux, ils doivent avoir recours à des intercepteurs. Si les Iraniens commence à être embêté avec le stock d'un type de munitions particulier, par exemple les drones Shahed, et qu'on trouve qu'on manque de drones Shahed, alors on aura recours à un autre type de drone, tout simplement, drones aériens, ou encore, pourquoi pas, des drones maritimes. Les drones maritimes qui sont une arme excessivement efficace, essentiellement un petit bateau, littéralement ce que vous avez en tête, un petit bateau chargé d'explosifs qu'on envoie robotisé sur une cible ennemie et qui cause des dommages considérables. Regardez ce qui s'est passé en Ukraine. Beaucoup des pertes de la flotte russe basée sur la mer Noire ont été causées par des drones maritimes lancés par l'Ukraine, des engins assez rudimentaires qui causent des pertes démesurées du côté de l'ennemi. Et donc, on a encore une fois là-dessus une asymétrie. Les Iraniens peuvent avoir recours à des drones aériens, des drones maritimes, ils peuvent avoir recours à des missiles à courte portée, à des roquettes, à des missiles à portée intermédiaire. Ça aussi, il ne faut pas l'ignorer. Si on rétablit l'orientation ici, les Iraniens peuvent tout à fait avoir recours à des missiles qui sont lancés depuis profondément dans l'intérieur. Et on identifie une cible. Encore une fois, là-dessus, il y a un enjeu de déplacement. Ce serait plus facile sur un pétrolier que sur un navire militaire américain, mais on est en mesure de lancer depuis profondément dans le territoire, ce qui empêcherait les Américains d'intervenir. Et donc, on serait au-dessus du line of sight. Ensuite, vous avez bien sûr la question des sous-marins. L'Iran possède un certain nombre de sous-marins militaires ou civils qui peuvent être déployés pour déployer autant des attaques elles-mêmes, mais aussi des mines sous-marines. Les États-Unis nous disent « on a détruit la marine iranienne ». C'est pas tellement vrai. La marine iranienne, celle qu'on utilise pour miner le détroit d'Ormuz dans un tel scénario, est question surtout d'une mobilisation quasi civile. On va chercher des petits navires de pêcheurs, des petits navires rapides qu'on peut ensuite déployer et larguer plusieurs mines en seulement quelques minutes. On parle d'environ en 1 heure, l'Iran sera en mesure de considérablement obstruer le passage dans le détroit d'Ormuz de par le déploiement de plusieurs douzaines de mines de différents types. Alors, là-dessus, on a plusieurs possibilités. Les navires rapides, les mines sous-marines, tout ça fait partie de l'inventaire de l'Iran et de ses capacités conventionnelles. L'autre élément qu'on doit considérer sur pourquoi les Américains ne peuvent pas tout simplement rouvrir le détroit d'Ormuz, au-delà des considérations qu'on vient d'identifier, c'est les assurances maritimes. Ça sonne lunaire comme explication, vous allez me dire franchement, des assurances. C'est exactement le problème. Vous avez un peu partout dans le monde, en fait, pour l'industrie maritime, une industrie très développée qui fait donc les assurances, la couverture de risques pour le transit des navires, non seulement pour l'équipage, mais aussi pour le navire lui-même et son cargo et quelconque conséquences pourraient en découler. On imagine par exemple un désastre écologique où il y aura un déversement de pétrole ou un naufrage, où ce serait la compagnie d'assurance qui en théorie prend en charge ce genre de dépenses. C'est une industrie mondiale. Vous avez un joueur notamment qui est particulièrement présent et dominant dans l'industrie du risque de guerre, et c'est la Lloyd's à Londres. Une firme d'assurance qui est vraiment mondialement présente et qui a tendance à prendre des dossiers plus
disons, un peu plus délicat. C'est en fait, pour vous donner une idée, c'est la Lloyd's qui nous assure à 7 jours sur Terre, parce qu'aucun assureur canadien ne voulait prendre en charge le genre de travail qu'on faisait au niveau de la responsabilité civile, comme quoi c'était trop... il y avait peur qu'on dise des trucs qui embarrasseraient un chef d'État ou quoi que ce soit. Alors, le genre de travail épicé auquel on a affaire actuellement dans le détroit d'Ormuz, il y a une seule firme à travers le monde qui fait ces assurances. Et donc, ça la place en position de domination et en position d'imposer ses conditions pour assurer les navires. Et là, ce qu'on voit actuellement, c'est que les assureurs soit refusent d'assurer le transit ou soit ils font un tarif complètement déraisonnable. On parle, pour vous donner une idée, les chiffres, on demande actuellement de 1 à 2% de la valeur totale du navire et de sa cargaison comme prime d'assurance. Les navires qui sont associés avec les États-Unis, avec Israël, on est beaucoup plus vers le 2% que vers le 1%. On est dans le haut de la fourchette. Alors que normalement, en temps de paix, la prime est d'environ 0,25%. On parle donc, grosso modo, pour ceux qui sont dans les eaux du 2%, de presque 10 fois plus cher. Vous comprendrez que c'est bien sûr extrêmement problématique et que donc les assureurs ont leurs conditions et il est littéralement illégal de naviguer sans assurance. Alors beaucoup de ces navires ici sont carrément dans une espèce de problème administratif. On regarde ici, il vaut la peine de se déplacer sur la carte près du détroit d'Ormuz. Vous avez plusieurs navires ici, comme je vous mentionne, qui sont carrément dans on pourrait dire entre deux chaises au niveau administratif, alors qu'ils n'ont plus l'autorisation par les assurances de circuler dans une direction ou dans une autre. Et ça, ce que ça engendre, bien sûr, c'est que personne n'ose prendre le risque. Imaginez un scénario dans lequel vous dites « fuck les assurances, on n'en a pas besoin, moi je retourne à la maison ». Excellent. Disons qu'il y a une attaque. Alors c'est votre entreprise qui, en passant, dépendamment comment la série de décisions s'est prise, peut-être va vous tenir responsable, imputable de cette décision, mais c'est votre entreprise qui devient imputable d'un accident dans l'éventualité où se produit. Si votre navire est attaqué, et là, il est plein de pétrole, on a un déversement puis un désastre écologique de dimension catastrophique. Alors, qui paye? Ben, ce serait vous. Et c'est pourquoi l'industrie est carrément gelée ici et cherche une solution. Et donc, là, ce à quoi on assiste, c'est que c'est carrément les Américains, les États-Unis qui regardent la situation et qui disent « ben, on va vous assurer, nous. On va carrément, le pays, les États-Unis, vont émettre des produits d'assurance maritime pour les navires, des assurances de guerre pour les navires qui sont pris. » Et on parle d'environ 20 milliards de dollars qu'on a mis sur la table actuellement en termes de primes de dédommagement. Et l'industrie, sa réaction, c'est de dire « c'est même pas proche d'être assez. C'est même pas une fraction de ce qui serait nécessaire pour lubrifier à nouveau le système et permettre une circulation libre des navires dans le détroit d'Ormuz. » Le bottom line ici, la réalité, c'est que tant qu'on n'a pas une situation sécuritaire et une autorisation explicite de l'Iran de circuler dans le détroit d'Ormuz, aucun navire n'acceptera le niveau de risque qu'ils ont devant eux actuellement. C'est tout à fait compréhensible. Ensuite, vaut la peine de parler également des pertes démesurées dans l'éventualité d'une attaque réussie, au sens pour un seul drone maritime, aérien, une roquette, peu importe, ça peut être vraiment une connerie qui va atteindre le navire. Vous avez des pertes qui sont démesurées. On parle bien sûr des vies humaines, du cargo lui-même qui est perdu, peu importe de quoi il est question, si ce sont des conteneurs, ils vont se déverser à la mer, si c'est du pétrole, ce sera encore pire, si c'est du gaz naturel, on veut même pas en parler. Alors, l'idée d'un déversement et de la perte du navire également, qui coûte extrêmement cher et dont les entreprises n'ont pas en quantité éternelle. On a un certain nombre de navires qu'on exploite à l'intérieur d'une flotte. On ne veut pas en perdre 1 et 2 et 3. C'est une catastrophe. Et ça coûte des centaines de millions de dollars. Alors, les pertes là-dessus sont tout simplement démesurées. On se parle un peu des mines ici. Un autre enjeu qui revient souvent. On nous dit l'Iran pourrait ou aurait déjà miné le détroit d'Ormuz. Moi, ce que je vous dis actuellement, c'est que ce n'est pas le cas.
À l'heure où on se parle, c'est de la bullshit. L'Iran n'a pas encore miné le détroit d'Ormuz pour une raison très simple. C'est que ça permet à l'Iran de discriminer le passage sur le détroit. Qui y a accès, qui n'y a pas accès. Si on avait mis des mines ici, alors l'Iran lui-même perd son accès aux marchés internationaux. Il a mis des mines. Les navires iraniens, les pétroliers iraniens ne sont pas immunisés aux mines sous-marines. Ils vont s'auto-faire exploser. Alors là-dessus, on comprend que de simplement bloquer le passage par la rhétorique, en disant « vous n'avez pas le droit de passer », sans quoi on vous attaque, et peut-être de matérialiser cette menace à travers 2 ou 3 attaques, c'est suffisant pour, en termes effectifs, bloquer toute forme de tentative de passage. Maintenant, dans l'éventualité où les Iraniens décidaient ici de faire passer, d'installer des mines sous-marines, il y a un scénario dans lequel c'est possible. Et ce serait si l'Iran perd toute motivation, ou plutôt on pourrait dire, tout incentif à utiliser le détroit d'Ormuz et à le laisser ouvert. Ce que je veux dire par là, c'est que les Américains sont en train actuellement de réfléchir très sérieusement à prendre l'île de Kharg. L'île de Kharg, on se déplace sur notre carte Google Earth juste ici, vous le voyez, c'est un énorme terminal pétrolier à ciel ouvert. 90% des exportations de pétrole de l'Iran sont envoyées depuis Kharg sur les marchés internationaux pour une raison très simple, c'est que les côtes de l'Iran ici, les eaux ne sont pas assez profondes pour permettre à des grands navires pétroliers ou encore des gaziers de s'accoster directement. Alors, on a construit cet énorme terminal sur l'île de Kharg qui est connecté lui-même par un pipeline qui se rend vers l'Iran. Vous le voyez juste ici, là, le pipeline qui plonge dans la mer de ce côté et qui émerge de l'autre côté, du côté iranien, juste ici. Alors, si on va chercher l'île de Kharg, qu'on en prend le contrôle, eh bien, soudainement, il y a des très bonnes chances que l'Iran bloque le détroit d'Ormuz à travers des mines sous-marines, parce que l'Iran aurait perdu sa seule raison de garder le détroit ouvert. Certes, ça dérangerait la Chine, on serait plus en mesure, encore une fois, de discriminer positivement les navires chinois. Actuellement, tous ceux qui ont un pavillon chinois sont en mesure de sortir du détroit d'Ormuz. Et donc, vous voyez un certain nombre de navires qui ont des pavillons panaméens ou encore du Togo, ou ce que vous voulez, et qui décident de changer leur drapeau pour passer drapeau chinois, littéralement pour sortir du détroit d'Ormuz, administrativement parlant. Ensuite, il y a bien sûr le risque d'escalade qui vaut la peine d'être évalué ici, là, puis ça, bon, c'est un peu en lien avec avec Kharg et ce qu'on vient de mentionner. Toute tentative de forcer l'ouverture du détroit d'Ormuz, quand je dis de forcer, c'est vraiment par la force, par l'utilisation de navires, de missiles, d'interceptions, par une opération militaire. Ça mènerait probablement à un blocage, de Bab el-Mandeb. Pourquoi je vous dis ça? Regardez très simplement. Depuis le début, on comprend une chose, c'est que l'Iran suit un escalier au niveau de l'escalade, justement, qui est très prévisible. On a une échelle d'escalade qui est extrêmement prévisible. Si vous attaquez l'Iran et que vous contraignez l'Iran à reculer un peu plus dans la défensive, alors elle monte d'un étage dans la dissuasion. C'est ce qu'on voit depuis le début du conflit. Vous attaquez ses infrastructures énergétiques, elle attaque en réponse les infrastructures énergétiques des autres pays dans la région. Si vous attaquez, par exemple, ici on a attaqué le champ gazier partagé entre le Qatar, vous le voyez juste ici d'ailleurs, partagé entre le Qatar et l'Iran. L'Iran a répondu en attaquant les installations gazières du côté du Qatar. Alors, depuis le début, il y a une escalade très prévisible. Et si vous venez essayer de retirer à l'Iran son principal levier, qui est le détroit d'Ormuz, et que vous dites « fuck you, on l'ouvre », l'Iran va aller à son prochain levier, juste ici, Bab el-Mandeb. On sait que dans l'axe de la résistance, donc les proxys financés par l'Iran un peu à travers le monde, vous en avez en Irak, vous avez l'Hezbollah, le Hamas, mais vous avez également les Houthis qui sont présents dans cette région, dans l'ouest du Yémen, et qui, lors de la guerre de 12 jours, mais également à d'autres occasions dans les conflits au Moyen-Orient, se sont rangés avec l'Iran, sont financés par l'Iran, sont appuyés et armés par l'Iran. Alors si demain matin, on décide d'ouvrir et de forcer l'ouverture du détroit d'Ormuz, moi je vous fais une prédiction. On passe un téléphone depuis Téhéran
à nos copains au Yémen et les Houthis bloquent Bab el-Mandeb par la même stratégie qui est exploitée actuellement par les Iraniens, par la rhétorique. Juste besoin de dire, juste de rendre la navigation non sécuritaire suffisamment pour que les compagnies d'assurance se retirent, pour que les compagnies maritimes décident de changer d'itinéraire, eh bien, ce que vous allez voir, c'est la fermeture effective de Suez et de Bab el-Mandeb. Et ça, ce sera pas très drôle. En ce moment, l'Iran a la possibilité de le faire. Elle contrôle tous ses passages maritimes de manière indirecte. Elle a choisi de bloquer Hormuz. Si on escalade, l'Iran va escalader. Et imaginez un scénario dans lequel vous avez Hormuz, Bab el-Mandeb et Suez de bloquer. C'est une défiguration totale de l'industrie énergétique mondiale qui durerait des années et dont les conséquences seraient indélébiles. Alors, autre élément, toute tentative de forcer le détroit d'Hormuz inviterait aussi l'Iran à cibler les installations d'exportation de tous les autres dans la région. Parce que, encore une fois, l'Iran en ce moment est en mesure de quoi? Ce qu'on fait avec le détroit d'Hormuz, c'est d'augmenter le prix de la guerre, d'augmenter le prix pour les États-Unis, mais aussi pour tous les autres, en montant le prix du pétrole et en montrant que, à partir du moment où vous entrez en guerre avec l'Iran, vous n'avez plus accès aux marchés internationaux, vous ne pouvez plus monétiser votre production pétrolière, qui est essentiellement votre principale source de revenus. Si vous êtes le Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis ou encore même l'Irak ou le Koweït, l'Arabie saoudite, tout ça est extrêmement important. Alors si vous décidez de forcer l'ouverture du détroit d'Hormuz, ce que l'Iran va faire pour maintenir sa dissuasion, c'est tout simplement de détruire les raffineries au Koweït, détruire toutes les installations au Qatar, au Bahreïn, aux Émirats arabes unis, les raffineries en Arabie saoudite. Vous avez des pipelines également, un pipeline qui passe ici jusqu'à Fujairah, du côté des Émirats arabes unis, juste ici en fait. C'est un pipeline qui permet de contourner depuis les Émirats jusque de l'autre côté du détroit d'Hormuz. Les Iraniens ont déjà commencé à attaquer ce pipeline. La semaine dernière, on a un autre pipeline qui passe à travers l'Arabie saoudite ici et qui permet de sortir le pétrole des pays du Golfe de l'autre côté vers la mer Rouge. Les Iraniens se sont mis à attaquer ce pipeline aussi. Alors, moi je vous le dis, si jamais on décide de forcer à l'Iran la perte de son levier de dissuasion, elle va tout simplement obtenir sa dissuasion autrement. La prochaine étape, c'est de dire, vous pourrez pas l'exporter, votre pétrole. Et si vous décidez d'ouvrir Hormuz, on va tout simplement détruire vos raffineries. Vous n'exportez pas votre pétrole. Le message est excessivement clair. Alors là-dessus, il y a une raison pour laquelle les Américains sont prudents. Ils se disent, ouais, peut-être que ça nous aiderait pas tant que ça, d'aller essayer une opération militaire dans le détroit d'Hormuz. Ça inviterait l'Iran à aller encore plus loin. Donc, quelles sont les possibilités pour sortir la crise lorsqu'on considère tout ça? Il n'y en a pas 50. Je vais être très sincère avec vous. Les Américains ont commis une erreur stratégique qui passera à l'histoire. Et les Iraniens ne sont pas stupides. En fait, les Iraniens nous montrent actuellement dans la séquence de négociation qu'ils savent exactement où en est le conflit et qu'ils sont en position de force, si on veut, pour imposer des conditions dans la négociation. Les Américains supplient l'Iran d'avoir une négociation et l'Iran, hier, a formulé des demandes maximalistes en demandant des réparations, demandant l'expulsion des États-Unis de l'entièreté du Golfe, fermeture des bases, etc., mais également cessez-le-feu entre Israël et Liban, Israël et l'Iran. On a des demandes qui veulent essentiellement dire fuck you, on ne veut pas négocier. Les Américains ont posé la question à l'Iran, quelles seraient vos conditions pour mettre fin à la guerre? Et l'Iran a répondu avec une liste de jusqu'au boutisme total qui veut essentiellement dire, on n'est pas prêt à négocier. Alors, ils sont pas stupides, les Iraniens. Ils ont vu l'Amérique mettre un pied naïvement, stupidement, directement dans des sables mouvants. Ils ne peuvent pas croire à quel point l'Amérique a été stupide. Alors maintenant, ils voient les États-Unis poser un deuxième pas, un peu plus loin dans les sables mouvants, et s'enliser, et s'enliser. Et là, ils en ont jusqu'au cou, et ils en sont à implorer tous les alliés de venir les aider et les sortir du trou dans lequel... Fiez-vous pas sur l'Iran pour sortir les États-Unis de l'enlisement dans lequel ils se sont placés. Fiez-vous sur l'Iran pour dire, vas-y, fais un pas de plus. Vas-y, éteins.
T'es presque rendu, vas-y, tu vas m'avoir, vas-y. Naturellement, ce genre d'attitude invite les États-Unis à aller à l'étape supplémentaire. Alors, en fermant la porte aux négociations, en n'ayant pas la possibilité d'ouvrir le détroit d'Ormuz par la voie maritime ou par la voie militaire de cet angle, les Américains n'ont pas 50 options. Actuellement, on nous dit qu'on veut prendre Karg. C'est l'option qui est sur la table. Les Américains ont comme plan de prendre l'île de Karg. Comme ça, le plan, l'idée complètement stupide, c'est de dire l'Iran aura perdu ses revenus. Et puisque l'Iran n'aura plus ses revenus de pétrole, elle sera plus en mesure de payer son armée, ses employés, ses policiers, son service public. Et éventuellement, la population va se soulever. Entre vous et moi, ça pourrait prendre des années. L'idée me semble complètement naïve et encore plus, on en a parlé tantôt, si vous retirez à l'Iran sa seule raison de garder le détroit d'Ormuz ouvert pour ses propres exportations, elle va le fermer. Elle pourra le miner. Et cette fois, ce sera vraiment terminé. Alors, les Américains, comme alternative, ce qu'ils peuvent faire, et là, je le dis avec un énorme astérisque en passant, je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne idée, c'est l'idée la plus stupide que j'ai entendue, là. Ce serait de prendre le contrôle des côtes iraniennes jusqu'à environ 80-90 km en profondeur, à l'intérieur, pour empêcher les attaques iraniennes. On en parlait tout à l'heure. Ici, vous avez une topographie extrêmement désavantageuse pour la défense, mais qui permettrait aux États-Unis de ne pas avoir à entrer 250 km en profondeur. Juste de prendre une petite bande de côte ici, ça priverait l'Iran des meilleurs sites de lancement pour atteindre le détroit d'Ormuz. Maintenant, soyons clairs. Vous parlez de prendre une bande grosse comme à peu près 5 ou 6 pays de la région, en Iran. Et là, les Américains, les scénarios qu'on a devant nous, c'est qu'on nous parle d'environ 3000 Marines, 2000 membres d'un corps expéditionnaire. Les chiffres ne sont pas compatibles avec une opération de prise de contrôle terrestre dans cette envergure. Ce que ça nous indique, c'est plutôt que les Américains veulent prendre Karg, s'engager dans une occupation prolongée de Karg et essayer de l'échanger avec l'Iran. C'est-à-dire, tu veux Karg, moi je veux le détroit d'Ormuz. On fait un deal. Maintenant, moi je crois que ça ne tient pas la route, que les Américains sont en improvisation totale, et si vous voulez une preuve que c'est de l'improvisation de la pire espèce, c'est que là, Trump mobilise justement un groupe amphibie, un groupe de porte-avions additionnel également pour venir relever le Gerald Ford dans la région. Et ces groupes ne seront pas arrivés avant 3 semaines pour les Marines et 2 semaines pour le groupe expéditionnaire. Si on avait en tête que la guerre allait se passer comme ça, et si ce n'était pas de l'improvisation crasse, croyez-moi que ces troupes auraient toutes été déployées en Arabie Saoudite, ou au Qatar, ou au Koweït, ou en Israël, peu importe, quelque part dans la région, en attendant d'être déployées pour le jour J. Plutôt, ce qu'on voit, c'est que les Américains, à l'improviste et dans une catastrophe stratégique qu'ils n'ont pas du tout anticipée, sont forcés de faire venir des ressources d'un peu partout à travers le monde en renfort et en quantité insuffisante, et ils n'arriveront pas avant 2 puis 3 semaines pour venir mettre fin à une crise dont chaque jour, la situation s'envenime pour les marchés internationaux. Alors, c'est un bordel, il n'y a pas d'autre manière de le dire, c'est un échec, c'est une catastrophe. Voilà pourquoi les Américains ne peuvent rien faire et voilà pourquoi l'Iran utilise le détroit d'Ormuz avec autant de rigueur et si on pourrait le dire, d'intensité par rapport à l'effort de guerre. Maintenant, bon, quelle option va choisir Trump? Votre opinion est aussi bonne que la mienne. Je pense qu'on assiste effectivement actuellement à de l'improvisation. On a vu les États-Unis changer de position environ 5 fois au cours de la dernière semaine, alors que faisons l'itinéraire ensemble. On a commencé par dire « Vous savez quoi? On n'a pas besoin d'Ormuz. Fuck off, on va vous le laisser et ceux qui en ont besoin rouvriront le détroit. C'est plus notre dossier. » Immédiatement, tout le monde a paniqué, non seulement en Europe, mais ailleurs dans le monde où on a besoin d'Ormuz. Mais les pays du Golfe, qui se font essentiellement dire, c'est un peu comme si la police entrait dans un conflit avec un gang de rue dans votre quartier. Et que devant la pression, la police décide de fermer son poste, de s'en aller et de dire « Arrangez-vous, allez-vous continuer à payer les taxes? » Vous
comprendrez que la position américaine en souffrirait énormément. Et donc, lorsque Trump a dit « arrangez-vous », tout le monde a mis beaucoup de pression. Trump, pas 24 heures après, a décidé de changer sa position, d'inverser pour dire « OK, cette fois, on menace l'Iran. Si vous n'ouvrirez pas le détroit d'Ormuz d'ici les prochaines 48 heures, on vous explose la gueule. » Encore une fois, les marchés pétroliers ont réagi extrêmement négativement parce que ce que ça entraîne d'aller attaquer des installations énergétiques en Iran, c'est que l'Iran va attaquer des installations énergétiques dans la région en retour. Encore une fois, c'est un agenda d'escalade qui est très prévisible. Donc, Trump a ensuite immédiatement reculé sur cet ultimatum en disant « Laissez tomber, on est en négociation avec l'Iran, on leur donne 5 jours finalement. » Et l'Iran pour ensuite nous dire « Il n'y a pas du tout de négociation en cours. » Les Américains finissent par réussir à organiser une forme de discussion à travers le Pakistan. Et ce qu'on apprend, c'est que l'Iran fait des demandes maximalistes et dit « Fuck you, come and get it. » Alors, je suis curieux d'avoir votre opinion sur la situation actuelle. Quel bordel dans lequel se sont placés les Américains? Est-ce que je suis un partisan militant malhonnête ou est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse là-dessus? Qu'est-ce que vous relevez? Qu'est-ce que vous ajoutez? Et quelles nuances vous viendrez insérer dans tout ça? Je vous remercie d'avoir été là pour cette émission de Chaque jour sur Terre. On se retrouve très bientôt. Si vous n'êtes toujours pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Ça nous aide énormément. On a une belle croissance et c'est grâce à vous. Et si vous souhaitez plus de contenu exclusif, c'est très simple. Devenez membre de 7 jours sur Terre. Le lien est dans la description. C'est seulement $1 par mois. Je dis souvent $1 par semaine. $1 par semaine, vous avez accès à l'émission au complet d'1 heure et demie. Pour $1 par mois, vous avez déjà accès à un segment de 20 à 30 minutes additionnel à chaque semaine qui est réservé pour vous. Alors, devenez membre de 7 jours sur Terre, ça nous aide énormément. Semez l'amour, partagez l'espoir. On se retrouve très bientôt. Bye bye. World of Warships, un jeu multijoueur de combat naval qui combine réalisme historique et gameplay immersif. Pour rejoindre le jeu et participer à l'événement, suivez le lien dans la description ou dans la section commentaires.